Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elskia pour l'épisode 45 de Parlons Constitution. On continue sur le référendum et aujourd'hui on va se poser la question de l'initiative qui déclenche les référendums. On commence d'abord par quelques rappels. Alors l'épisode 42, nous avions vu la conciliation du référendum avec le mandat représentatif avec la souveraineté nationale. On avait dit qu'une conciliation était possible même si a priori le référendum et la souveraineté nationale et le mandat représentatif ce n'est pas compatible, mais en fait si on considère que la nation qui est souveraine délègue différents rôles et pouvoirs au peuple et parlement et que les deux, le peuple et le parlement, ne vont pas se marcher dessus. Il faut donc éviter que le peuple et le parlement se marchent dessus, ou puissent inverser la décision de l'autre, et aussi éviter des référendums non décisoires, ou alors les appeler des consultations et non des référendums. Donc ça c'est pour que le peuple ait un réel pouvoir et ne se sente pas, disons, simplement consulté et trahi par des référendums qui n'auraient pas de conséquences. On avait aussi vu à l'épisode 44 la question des choix multiples pour les référendums et les consultations. Est-ce qu'il est possible et même souhaitable qu'il y ait des référendums avec plus de 2 choix ? Alors pour moi oui, mais sous certaines conditions. Pour les référendums, sauf les référendums révocatoires, puisque pour les référendums révocatoires c'est soit on révoque pas, mais sinon c'est uniquement pour moi des choix qui doivent être des oui, des non, ou des à reformuler, ou non en l'état. Par contre, il peut y avoir plusieurs propositions précises, et j'insiste bien sur le mot précise, sur un même bulletin. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2, 3, 4, 5 propositions avec à chaque fois oui, non ou à reformuler. Oui, non ou à reformuler. Oui, non ou non en l'état. Et la précision de ces propositions, en fait toute cette procédure, et ce qu'il y a marqué sur le bulletin, c'est contrôlé par la Cour constitutionnelle. On voit donc qu'il y a plusieurs questions possibles, c'est-à-dire plusieurs décisions sur un même bulletin, sur un même vote. Donc il faut faire attention à standardiser les bulletins et au biais d'effets d'ordre avec contamination notamment. Concernant les consultations, pour moi ça doit être plus large, en fait il y a des choix plus généraux et précis qui sont possibles pour moi, et donc on peut avoir d'autres choix que oui, non ou à reformuler. Mais par contre, il doit y avoir au moins une proposition pour chaque groupe parlementaire ou pour chaque groupe d'une assemblée locale, si c'est au niveau local. Autre rappel, ça concerne les référendums qu'on a déjà décidé dans Parlons Constitution à l'épisode 43, donc des référendums sur quoi ? Donc référendum d'initiative citoyenne active, abrogative pour les questions du test de l'intérêt pour le politique, à la majorité absolue des inscrits, à l'épisode 21. Un RIC révocatoire pour le président de la République à la majorité absolue à l'épisode 29. On avait aussi vu le RIC dissolution pour la commission du test de l'intérêt pour le politique, des conditions spéciales de majorité à l'épisode 21. L'initiative et les amendements citoyens possibles pour la loi à l'épisode 26. Une procédure de révision fondamentale à l'épisode 17 avec la majorité qualifiée du peuple majeur. Les autres révisions constitutionnelles, on avait dit que c'était à définir, mais si oui, uniquement par RICA, et donc ce sera à voir à l'épisode 76 et 77. Les référendums et RICA locaux, on avait dit oui, donc référendum et RICA, pas la même chose, sauf des RIC pour autonomie, donc pas des RICA, mais des RIC, et quelques autres questions aussi. Les référendums sur des questions supranationales, alors moi c'est que si l'organisation supranationale à laquelle appartient la France le prévoit, c'est par exemple le cas pour l'adhésion d'un État à l'Union Européenne, pour ça je ne compte pas le changer puisque c'est le cas actuellement, et pour moi ce n'est pas un problème. Sinon, pour moi c'est non. Pas de référendum sur les questions supranationales, sauf si l'organisation supranationale à laquelle appartient la France le prévoit. Donc passons maintenant au cœur de cet épisode, les référendums initiatives qui les déclenchent. Alors, les référendums déclenchés par une autorité. Actuellement, dans la 5ème République, il y a plusieurs possibilités de référendums, et la plupart, pas tous, sont des référendums avec une initiative par une autorité. C'est-à-dire que c'est une autorité, une institution, une assemblée ou une personne qui décide de déclencher le référendum. On va voir ça tout de suite. Alors, à l'origine, le président de la République est seul à décider de déclencher un référendum ou non. Sous le président de Gaulle, la personnalisation du référendum est très forte. C'est de Gaulle qui décide de faire appel aux Français, quitte à ne pas respecter la Constitution pour certains référendums. Bref, ça c'est une autre question. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? La 5ème République a évolué, et on peut voir qu'à l'article 11, il est noté que pour des projets de loi spécifiques, le président de la République, sur proposition du gouvernement ou proposition conjointe des deux assemblées, peut déclencher un référendum. On voit aussi à l'article 53, 72-4, 73, tout ce qui concerne le territoire et l'outre-mer, je ne rentre pas dans les détails, qu'il y a une initiative comme à l'article 11, et aussi à l'article 76 et 77 pour la Nouvelle-Calédonie, il y a des référendums spéciaux qui étaient prévus dans la Constitution.
Donc ce qu'on peut voir dans tous ces articles, c'est que le président de la République déclenche le référendum, c'est lui qui en est à l'initiative, enfin plus ou moins, parce qu'il faut normalement une proposition du gouvernement ou une proposition conjointe des deux assemblées. Mais le plus souvent, dans la pratique de la cinquième République, le gouvernement étant en accord avec le président de la République, le plus souvent, je dis bien, c'est donc en réalité le président de la République qui décide, puisqu'il suffit qu'il demande à son premier ministre de demander un référendum. Mais ce n'est pas toujours le cas quand il y a cohabitation, bien évidemment. Ensuite, à l'article 89, donc ça c'est pour la révision constitutionnelle, sauf si le président de la République refuse et décide de passer par une réunion du Congrès et d'obtenir la majorité des 3/5, bref, sinon c'est le Premier ministre et le président de la République ou le Parlement qui décident d'initier cette procédure de révision constitutionnelle qui, normalement, doit aboutir sur un référendum. Mais le plus souvent, le président de la République décide de réunir le Parlement en Congrès et de faire adopter, ou pas, s'il n'y arrive pas, de faire adopter la révision constitutionnelle à la majorité des 3/5. Enfin, il y a l'article 72-1 qui prévoit des référendums locaux à l'initiative des collectivités territoriales. Alors, pour moi, pourquoi pas garder des possibilités de référendum déclenchées par autorité? Je ne suis pas fermement opposé à ça, donc pourquoi pas en garder, et notamment pour les référendums locaux. Mais sinon, dans la globalité, je suis pas trop pour, car en fait, il y a un problème avec ce type de référendum, c'est que c'est presque jamais utilisé quand c'est aux mains d'autorité. On le voit bien dans la Cinquième République, les référendums sont peu fréquents, et au fur et à mesure que le temps passe, moins ils sont fréquents. Donc pour les référendums locaux, pourquoi pas garder cette possibilité, donc déclenchée par les collectivités territoriales, mais sinon, je suis pas trop pour ça, je préfère la deuxième partie qu'on verra juste après. Par contre, pour les consultations, oui, les consultations c'est déclenché par des autorités. Et comment? Par le président de la République, toujours, mais en fait, sur proposition soit des directeurs, soit de l'Assemblée nationale, soit de la Chambre des sages. Et aussi, bien sûr, des consultations locales déclenchées par les collectivités locales. Passons maintenant à la deuxième partie, il s'agit des référendums d'initiative citoyenne. Donc là, c'est plus une autorité qui a l'initiative, ce sont les citoyens directement, c'est ceux qui vont voter, qui vont déclencher le référendum. Alors actuellement, est-ce que c'est prévu dans la Cinquième République? Bah oui et non. En fait, un petit peu, il y a le référendum d'initiative partagée, le RIP, qui a été créé en 2008 et qui est à l'article 11. Le référendum d'initiative partagée prévoit 1/5 des parlementaires puis 1/10 des électeurs inscrits pour le déclenchement d'un référendum. Donc il faut d'abord une initiative parlementaire, mais ensuite il y a besoin d'un supplément. Il faut que les citoyens, que des électeurs, 1/10 des électeurs, c'est beaucoup, c'est vrai, 1/10 des électeurs inscrits, signent une pétition, signent la proposition, bref, soient d'accord avec cette initiative partagée. Donc d'abord ça doit être parlementaire, mais ensuite c'est citoyen. Alors pour moi, eh bien, les RIC, référendum d'initiative citoyenne, et les référendums d'initiative citoyenne active, ça permet de réelle responsabilité, participation et pouvoir de décision pour le peuple. Quand c'est le citoyen qui déclenche, et pas comme dans un RIP avec les parlementaires qui doivent initier d'abord, non, ici c'est vraiment déclenché par les citoyens, eh bien ça permet une réelle participation, puisqu'ils vont se sentir impliqués, ils vont être responsables de ce référendum, puisque c'est eux seuls qui vont décider de le déclencher, et ils vont avoir un réel pouvoir de décision, ce qui fait qu'en fait, le référendum ça devient leur outil, ça devient l'outil citoyen par excellence. Et donc, dans les référendums que j'ai prévus, il y a différentes conditions d'initiative des RIC et RICA dont j'ai parlé au début de cet épisode. Donc la question qu'on se pose, c'est combien d'inscrits faut-il sur les listes électorales pour chaque RIC, pour chaque RICA? Eh bien, on va faire pas à pas, chacun par chacun, un à un, les RICA abrogatifs pour les questions du test de l'intérêt pour le politique prévu à l'épisode 21. Alors, pour moi, la pétition ou la proposition doit être signée par 6% des citoyens actifs inscrits. On l'avait déjà dit dans l'épisode 21, il me semble, 6% des citoyens actifs inscrits. Donc il faut qu'ils aient obtenu leur attestation du test de l'intérêt pour le politique, qu'ils soient donc actifs, forcément, s'ils ont obtenu cette attestation, et qu'ils soient inscrits sur les listes électorales. Une fois ça, il faut obtenir 6% de signatures de ces citoyens actifs inscrits sur les listes électorales. Et quand on atteint ces 6%, le RICA abrogatif pour des questions du test de l'intérêt pour le politique est déclenché sur cette proposition, sur cette pétition. Bien sûr, cette proposition, cette pétition doit être conforme à la Constitution. La Cour constitutionnelle vérifie toujours, même quand c'est une initiative citoyenne. Ensuite, on avait vu le RIC révocatoire pour le président de la République à l'épisode 29. Alors, ici, on est sur la révocation du président de la République. Pour moi, donc, c'est une initiative citoyenne, et la pétition ou proposition doit être signée par 5% des citoyens inscrits. Ça reste beaucoup, mais c'est déjà moins que le référendum d'initiative partagée actuel. C'est même 2 fois moins. Mais pour moi, ça doit rester quand même conséquent, 5%, pourquoi? Parce que c'est quand même assez lourd comme décision de révoquer le président de la République.
Ensuite, on a le RIC dissolution, donc le RIC pour dissoudre la commission du test de l'intérêt pour le politique prévu à l'épisode 21, et pour moi c'est 4% des inscrits, donc 4% des citoyens inscrits. C'est moins que pour évoquer le président de la République, mais ça reste beaucoup, car c'est aussi une décision qui a une conséquence importante, surtout sur la citoyenneté, puisque c'est cette commission qui va définir les questions, ou réviser les questions du test de l'intérêt pour le politique. Donc dissoudre cette commission, ce n'est pas une décision anodine non plus, donc 4% pour moi ça semble bien. Après ça reste à débat, évidemment, je le répète souvent dans les épisodes, mais tout ce que je propose n'est pas appliqué à la lettre, c'est évidemment à débattre, notamment dans les commentaires ou sur Discord, bref, ce sont des propositions, et ici concernant le chiffre exact, c'est toujours à débattre, évidemment encore plus que les propositions, puisque trouver un chiffre exact, un chiffre qui soit bon pour ce type de pourcentage nécessaire de citoyens pour déclencher un référendum, c'est quand même assez subjectif, et c'est difficile en tout cas d'être objectif et de trouver un chiffre qui puisse correspondre entre la possibilité pour les citoyens de déclencher le référendum et éviter aussi l'écueil opposé, c'est qu'il y ait trop de référendums, que ce soit trop facile et que ce soit le bordel. On a vu ensuite la loi. La loi, il y a des initiatives citoyennes qui sont possibles, initiatives citoyennes de loi et amendements citoyens. Donc on avait vu ça à l'épisode 26. Comme vous le voyez, comme c'est une initiative, j'ai mis le nombre d'inscrits nécessaire assez bas. Pour une loi, 2% des inscrits. Pourquoi 2%? Pourquoi pas moins? Pourquoi pas plus? 2%, c'est assez peu pour qu'il y ait des lois qui puissent être proposées assez fréquemment, mais c'est suffisamment élevé pour que ce ne soit pas si facile que ça, pour éviter qu'il y ait une surcharge de propositions de loi. Concernant les amendements citoyens, par contre, c'est beaucoup plus petit, 0,5% des inscrits. Pourquoi aussi petit? Eh bien, parce que 0,5% des inscrits, ça fait déjà beaucoup de monde, mais ça n'en fait pas tant que ça, et donc c'est possible dans un laps de temps assez court d'obtenir des signatures sans être non plus trop facile. J'ai essayé de jauger entre cette possibilité, entre le risque de surcharge d'amendements, et bien évidemment tout ça dans la contrainte de temps qui est la période de dépôt des amendements. Mais il y a encore d'autres conditions à des RIC et RICA, donc ici j'ai remis ce qu'on vient de voir, et il y en a d'autres. La procédure de révision fondamentale à l'épisode 17 par exemple, eh bien je ne vais pas vous dire combien d'1% des inscrits, puisque j'ai dit que c'était la même initiative que les autres révisions constitutionnelles. Et pour rappel, les autres révisions constitutionnelles, eh bien c'est à définir s'il doit y avoir un référendum ou non, donc l'initiative aussi est à définir, quand ça, dans l'épisode 76 et 77. Enfin, il y a les référendums locaux, donc ceux qui sont par une initiative des collectivités territoriales, il n'y a rien à dire là-dessus, mais concernant les RICA locaux, donc référendum d'initiative citoyenne active locaux, eh bien pour moi l'initiative doit être assez élevée car on est à une échelle locale, il est donc plus facile de discuter de ça, de discuter des propositions, et c'est pour ça que j'ai choisi ce chiffre qui peut paraître assez élevé de 20% des citoyens actifs inscrits localement. 20%, ça peut paraître beaucoup. En réalité, à l'échelle d'une commune, ce n'est pas tant que ça. À l'échelle d'une région, ça l'est beaucoup plus, c'est vrai, c'est beaucoup plus difficile à l'échelle d'une région, mais on peut supposer que les citoyens actifs, étant actifs, ils se renseignent sur les différentes propositions de RICA locaux, et que cette possibilité d'obtenir 20% ne soit pas si difficile que ça, et que ça puisse arriver de temps en temps, sans l'être trop pour autant. Et 20% aussi, car ça permet justement de limiter ces initiatives, ces référendums d'initiatives citoyennes actives, parce que selon moi, ce n'est pas une bonne chose de passer trop souvent par des référendums pour des décisions locales, qui sont de nature législative, on va dire, mais au niveau local, donc des décisions locales, ce n'est pas trop une bonne chose de passer beaucoup par ça, puisqu'on a des représentants aussi au niveau local qui ont un rôle à jouer. Donc pour éviter et essayer d'équilibrer entre le pouvoir des représentants locaux et le pouvoir des citoyens, j'ai jugé que 20% c'était un chiffre qui était intéressant, qui était pas mal, puisque les citoyens actifs vont pouvoir déclencher ce référendum, sans trop de facilité, il va quand même devoir y avoir des discussions, et donc il n'y en aura pas tous les dimanches. Enfin, concernant les autres référendums locaux, donc déclenchés par une initiative citoyenne ici non pas active, donc pour des questions qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes, comme l'autonomie et quelques autres questions de cet ordre-là, ou d'ordre de citoyenneté locale, bref ça dépend aussi dans les outre-mer ou dans certains territoires qui ont des assemblées locales, bref peu importe, on va pas rentrer dans les détails, mais on peut imaginer que l'initiative soit bien plus élevée, 25% des citoyens inscrits. C'est-à-dire que il faut déjà qu'il y ait la moitié des personnes nécessaires à la validation de la proposition qui soient d'accord avec cette proposition. C'est un chiffre très élevé, j'en conviens, mais pour moi c'est nécessaire d'avoir un chiffre élevé pour éviter des demandes trop fréquentes, et pour que ces décisions qui sont quand même graves et importantes puissent être prises uniquement quand il y a un réel engouement, une réelle envie derrière.
Et c'est aussi pour éviter, dans certains territoires, il y a déjà beaucoup d'indépendantistes mais qui ne sont pas majoritaires, qu'il y ait trop de référendums d'initiative citoyenne locaux sur des questions d'autonomie. Même si bien sûr, il y aurait d'autres garde-fous, qui sont notamment la limitation du nombre de référendums sur une même question dans le temps. On peut imaginer 1 ou 2 ans avant l'autorisation de reposer la même question. Alors, on vient de voir l'initiative donc par les citoyens, on a vu aussi l'initiative par des autorités qui, pour moi, dans cette vision politique constitutionnelle, est beaucoup plus réduite puisqu'on n'a plus que des référendums locaux et les consultations au niveau local et national. Mais sinon, pour tout ce qui est référendum, pour moi, ça doit être surtout de l'initiative citoyenne avec différents pourcentages qu'on peut voir ici affichés à l'écran. Mais il y a d'autres possibilités encore d'initiative. Ce n'est pas non plus par des citoyens, mais ce n'est pas non plus par une autorité. Alors qu'est-ce que ça peut être? Qui déclenche? Eh bien en fait ce n'est personne qui déclenche, ou plutôt c'est la Constitution elle-même, la loi qui déclenche le référendum, ce sont les référendums automatiques. Alors est-ce que ça existe actuellement? Est-ce que ça devrait exister dans ma vision politique constitutionnelle? Eh bien ça existe effectivement dans la Ve République, il y a un cas, l'article 88-5, il y a un référendum automatique qui doit être déclenché par le président de la République pour toute adhésion d'un nouvel État à l'Union européenne. Concernant l'article 88-5, j'ai déjà dit que pour moi ce n'était pas à changer. Cette possibilité doit toujours être possible pour cet article 88-5 pour l'adhésion d'un nouvel État à l'Union européenne. Pour moi la procédure n'est pas à changer, elle est très bien comme ça. Pour une adhésion d'un nouvel État à l'Union européenne, un référendum sur l'ensemble des citoyens doit toujours avoir lieu. Mais par contre, c'est le seul cas pour moi. En fait, c'est à éviter les référendums automatiques, et je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Eh bien, d'abord, c'est car c'est incontrôlable, c'est imprévisible. On peut imaginer quand même le prévoir un petit peu, mais les référendums automatiques, c'est qu'il n'y a personne qui peut contrôler ça, c'est automatique. À partir du moment où on atteint telle condition, bim, un référendum se déclenche. Ça nécessite un peu de préparation, et comme ce n'est pas contrôlable, ça empêche aussi la responsabilisation des personnes qui déclenchent. En fait, il y a personne qui le déclenche, donc il y a personne qui est responsable de ce référendum, ou sinon le législateur constituant qui a décidé ces référendums automatiques. Pour moi, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Le référendum, c'est une question qu'on pose au peuple, qui est posée par le peuple lui-même à lui-même, ou par les autorités au peuple, mais c'est une responsabilité. On pose cette question, ça a un risque, parce que le peuple n'a pas toujours des avis éclairés, même si on espère qu'il essaie d'avoir des avis éclairés, que chaque citoyen se renseigne et essaie de peser le pour, le contre, et obtienne un avis éclairé. Mais ce n'est pas toujours le cas, et donc c'est un risque, et la responsabilité doit être prise par celui, plutôt ceux, dans les cas des référendums d'initiative citoyenne, qui déclenchent le référendum. Avec un référendum automatique, il n'y a pas de responsabilité. Donc le référendum automatique, c'est bien pour certaines conditions très rares où un référendum est nécessaire, obligatoire, donc ça va très bien quand c'est un événement extérieur qui déclenche ce référendum. Mais pour éviter trop de référendum, on ne prévoit pas ce type de référendum automatique très souvent, et donc seulement pour l'article 88-5, ça me semble être une bonne idée. Et le reste, je préfère le référendum d'initiative citoyenne, mais on peut toujours en débattre. Est-ce que ça a un intérêt, et pour quelle question ça aurait un intérêt en fait d'avoir des référendums automatiques? Donc on va pouvoir conclure cet épisode et revoir un peu tout ce qu'on a vu. Donc pour ma vision politique constitutionnelle, pour parler en constitution, quelle initiative qui déclenche les référendums? Alors pour les déclenchements par autorité, pour moi il doit rester que les référendums locaux comme on l'a dit dans cet épisode. Les consultations par contre peuvent être déclenchées par des autorités, et c'est évidemment le principe d'une consultation, c'est qu'une autorité va consulter la population pour obtenir des avis. Des avis et non des décisions. Attention, ça doit être clair dans l'esprit des citoyens, de la population qui est consultée, comme dans l'esprit de celui qui consulte. Et donc ça c'est déclenché par les directeurs, par l'Assemblée nationale ou la Chambre des sages, en fait qui vont proposer au président de la République de faire ces consultations. Le président de la République peut bien sûr dire non. Il peut juger en tant qu'arbitre que ce n'est pas le moment, que les conditions ne sont pas réunies, que c'est une mauvaise question et décider de ne pas consulter. Et au niveau local, les consultations sont aussi possibles et déclenchées par les collectivités territoriales. Concernant l'article 88-5, comme je viens de le voir, c'est le seul cas de référendum automatique. Il est déclenché par le président de la République lorsqu'il y a adhésion d'un État à l'Union européenne, lorsqu'il y a une demande d'adhésion d'un État à l'Union européenne, et donc ça doit être validé par référendum. Je précise ici, mais personnellement je supprimerai cette possibilité d'adhésion d'un État à l'Union européenne si le Parlement le vote. Parce qu'en fait, actuellement, le référendum peut dire non, et le Parlement peut ensuite dire oui, et l'adhésion sera quand même possible. Pour moi, le Parlement ne doit pas se prononcer quand il y a ce référendum automatique prévu actuellement à l'article 88-5. Le Parlement ne peut pas dire oui alors que le référendum a dit non.
Ça c'est quelque chose qu'il faudra, selon moi, enlever de la Constitution, pour juste garder ce référendum automatique par le président de la République pour une adhésion d'un nouvel État à l'Union européenne. Concernant les différentes conditions d'initiative des RIC et RICA, combien d'inscrits sur les listes électorales? Pour le RICA abrogatif, pour les questions du test de l'intérêt pour le politique à l'épisode 21, 6% des citoyens actifs inscrits. Pour celui révocatoire pour le président de la République, donc un RIC ici, la pétition de proposition doit être signée par 5% des citoyens inscrits. Concernant la dissolution pour la commission du test de l'intérêt pour le politique prévue à l'épisode 21, 4% des citoyens inscrits. Citoyens, donc citoyens passifs et actifs. La loi, l'initiative, c'est 2% des inscrits, et les amendements citoyens, 0,5% des inscrits. Concernant la procédure de révision fondamentale, donc prévue à l'épisode 17, c'est la même initiative que les révisions constitutionnelles, et donc les révisions constitutionnelles, comme on ne les a pas encore déjà vues, on verra tout ça beaucoup plus tard, à l'épisode 76 et 77. Concernant les référendums d'initiative citoyenne active locaux, l'initiative serait 20% des citoyens actifs inscrits, donc localement, pas au niveau national. Et pour les RIC locaux, pour les questions d'autonomie et quelques autres questions de même importance, qui concernent en fait tous les citoyens localement, l'initiative serait de 25% des citoyens inscrits. Donc comme on vient de le voir, pour moi, l'initiative doit être essentiellement citoyenne. L'initiative ne doit pas être aux mains des autorités, sauf bien sûr pour les consultations. Et aussi dans une certaine mesure, localement, avec les référendums locaux qui doivent toujours être possibles selon moi. Le référendum automatique, lui, ne concernerait que l'adhésion d'un nouvel État à l'Union européenne. Maintenant qu'on a vu et qu'on a clarifié l'initiative des différents référendums, en tout cas ceux qu'on pouvait, il manque toujours la procédure de révision fondamentale et les initiatives pour la révision constitutionnelle, mais ça on le verra à l'épisode 76 et 77, ne grillons pas les étapes, ça viendra au moment voulu, chaque chose en son temps. Donc maintenant qu'on a vu cette initiative, on va se poser une question pour chaque référendum, qui peut voter et pourquoi. Sur certains référendums, j'ai dit citoyens actifs, d'autres citoyens passifs, donc RIC, RICA. Pourquoi est-ce que certains c'est RICA, d'autres c'est RIC? Je vais m'expliquer en fait un peu plus dans l'épisode suivant, dans l'épisode 46, qui portera donc sur cette question. Qui peut voter pour chaque référendum, citoyen actif ou passif, et pourquoi? Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode 45. Ça s'entend peut-être, mais je suis un peu enrhumé. Désolé pour ça. Et j'espère que la prochaine fois, je ne le serai plus. À la prochaine, c'était Elskia.